Bonjour à tous, merci d'être venus, si nombreux, pour un sujet qui va beaucoup nous occuper dans les mois à venir. La CNIL, donc, en septembre 2024, nous fait un petit cadeau de rentrée. On y était préparé parce qu'il y avait eu une consultation pendant un an avant sur le sujet. Le premier projet était sorti en septembre 2023. Sébastien a beaucoup participé aux échanges avec la CNIL, et de mon côté aussi un petit peu, de plus loin. La consultation était particulièrement importante parce qu'il y a des enjeux de concurrence sur le mobile. Je pense que j'apprends rien à personne sur ce point. L'idée, c'est que Apple, Google sont présents à peu près à tous les endroits, à tous les niveaux. Et que donc la CNIL voulait s'assurer qu'en édictant des recommandations sur le mobile, elle n'allait pas pervertir le libre jeu de la concurrence. Le document en conséquence, puisque la CNIL a donc passé pas mal de temps dessus, est assez conséquent. On a 98 pages de recommandations. Je ne sais pas, qui l'a lu en entier? Ouais. Police 12, interligne 1,5, vous appréciez, hein, 98 pages. Voilà. Sympa, comptez 4-5 jours. Bravo. Non, parce que c'est pas exactement de la littérature ou de la prose très agréable à lire. Et c'est un peu le point de ce breakfast d'aujourd'hui, c'est de le rendre peut-être un petit peu plus digeste, un peu plus concret, actionnable. Et donc voilà, je vous laisse vous présenter peut-être. Je t'en prie, vas-y. Ok. Alors moi je m'appelle Sébastien Gantou, je suis le DPO de Didomi, mais je suis aussi DPO externe. J'ai un cabinet de conseil qui s'appelle Digital DPO et j'interviens notamment beaucoup dans le monde des médias, donc au travers de partenariats ou de clients qui sont responsables de traitement. Donc notamment je suis le DPO de l'équipe. Bonjour à ceux qui concourent à ce merveilleux produit dans la salle, là j'en vois deux. Et je suis aussi DPO de solutions qui concourent à la publicité digitale ou au consentement, et donc DPO de Didomi depuis maintenant 3 ans. Voilà. Bonjour à tous, moi je suis Guillaume Tollet, je suis directeur exécutif chez 55. 55 c'est une boîte spécialisée en collecte, traitement et pour faire parler les données marketing. Et on accompagne énormément de clients autour de tout mettre ça en conformité, à la fois sur le web, sur les applications et sur aussi le CRM. Voilà. À toi de jouer. Ouais. Alors ça, c'est vu. Pour l'agenda aujourd'hui, alors on va aborder rapidement. L'idée, c'est pas de s'y attarder trop, mais le Apple Distraction Control, c'est une feature qui est sortie récemment. Donc on l'évoquera brièvement, et s'il y a des questions, n'hésitez pas. J'aurais dû d'ailleurs le dire, n'hésitez pas à intervenir pendant la présentation à n'importe quel moment. Il y aura aussi du temps pour un Q&A à la fin, mais si vous avez une question dans le déroulé, n'hésitez pas. On verra avec Sébastien surtout le décollage donc, des recommandations de la CNIL, donc dans les grandes lignes, voire un peu, et même d'ailleurs plus que dans les grandes lignes, dans le détail. On verra quelles sont les exigences de la CNIL s'agissant du mobile. Et puis on regardera un peu les objectifs de la CNIL. Dans une démarche de mise en conformité, c'est toujours bien de savoir un peu quelles sont les attentes au-delà des exigences qui sont multiples. Il y a des points d'attention en particulier. Surtout qu'on aurait dû le dire, mais donc la CNIL a prévu de faire des contrôles à compter du printemps. Donc c'est pour tout bientôt. Il n'y a finalement pas beaucoup de temps laissé aux acteurs pour se mettre en conformité. Et c'est un sujet complexe qui sera donc abordé plutôt par Guillaume dans le côté pratique de ce que ça représente et de concrètement comment se mettre en conformité. Je veux bien que tu... Alors, Distraction Control, tu peux passer la slide d'après tout de suite. Donc c'est une fonctionnalité qui est sortie avec l'OS 18. Je m'étais rendu compte que je ne l'avais pas installé, donc je l'ai installé ce matin. Je n'ai pas eu le temps de regarder, de jouer un peu avec. Mais j'avais vu quelques vidéos, je ne sais pas si certains d'entre vous ont aussi vu à quoi ça ressemblait. L'idée c'est qu'avec sur Safari, il est désormais possible
de retirer des éléments qui sont présents sur le site. L'idée d'Apple, c'est de rendre la navigation plus fluide, oui, en gros, de tout ce qui est pop-up peut être écarté. On peut penser au pop-up de newsletter. Là où c'est un petit peu plus embêtant, c'est qu'on pourrait aussi soupçonner que les publicités pourraient être retirées, et aussi les bannières de consentement, ce qui voudrait dire que ça devient délicat d'obtenir un consentement sur Safari. Bon, ça c'était la première réaction. J'avais vu une vidéo moi qui se passait sur le site du Bon Coin, et effectivement on pouvait retirer la bannière de consentement. C'était un petit peu inquiétant. Mais en réalité, si on regarde ce qui se passe dans les faits, il y a beaucoup d'étapes pour que l'utilisateur parvienne à retirer toutes ces pop-up ou tous ces éléments du site. C'est particulièrement fastidieux. Et il faut le faire site par site. Donc en réalité, c'est pas une feature qui est disponible dans les réglages générales de l'iPhone. Il s'agit vraiment en fait de, sur chaque site, dire je veux retirer des choses et les retirer. Et après ça, par contre, c'est enregistré. Ça n'a pas vocation non plus à être un adblocker. On peut en fait raisonnablement penser qu'il y aura 0,01% des utilisateurs qui vont se sentir concernés. Je pense que même les 3/4 ne savent pas du tout que ça existe. Donc ça risque d'avoir un impact très faible. Cela dit, Sébastien, je pense que Alors, en fait, moi je vais réagir comme un Data Protection Officer. Donc mon rôle vis-à-vis de mes clients ou vis-à-vis des personnes concernées, donc le public qui accède aux médias, c'est de faire en sorte de leur donner une information qui permet de sous-tendre ensuite des traitements et donc de justifier légalement des traitements qui vont être opérés. Et moi, ce dont j'ai peur, c'est que Distraction Control permette d'éliminer la couche d'informations qu'on fournit aux gens et qui nous permet ensuite de pouvoir agir. Donc autrement dit, on nous dit depuis des années, donnez des informations, collectez des consentements, faites en sorte de pouvoir prouver que les gens ont bien vu visuellement ce que vous dites leur avoir présenté avant d'avoir collecté leur consentement. Distraction Control permettrait de pouvoir le swapper. Et donc du coup, tant que ça reste quelque chose d'anecdotique, difficile à paramétrer, site par site, bon, globalement, voilà, on s'amuse. À la limite, c'est même intéressant de voir avec quelle facilité on peut faire disparaître des éléments d'un site. Mais ensuite, sur une étape plus industrialisée, je me demande ce que ça peut donner sur notre propre conformité et notre capacité à agir, du coup. Voilà. Un commentaire. Oui, en fait, comme toute nouvelle fonctionnalité d'Apple, tout dépend du reach de cette fonctionnalité. Aujourd'hui, le reach, il est très faible. Il y a très peu de pourcentage de personnes qui l'utilisent. Et pourquoi? Parce que, comme tu l'as très bien expliqué, c'est fastidieux, c'est pas dans les réglages, on va dire, natifs du navigateur. Mais il suffit que Apple change un tout petit peu pour que ça devienne effectivement accessible à tout le monde, simplement accessible par une case à cocher ou à décocher. Et là, effectivement, on n'est plus du tout dans le même game. Donc, aujourd'hui, peu d'impact, effectivement, parce que reach, pas énorme. Avec Apple, on sait très bien que les règles peuvent changer d'un OS à un autre. Donc, soyez vigilants. Vous savez que ça existe. Aujourd'hui, pas d'inquiétude, mais monitorez ça dans le temps. Et si vous voyez des news là-dessus en disant Distraction Control, Apple élargit effectivement son socle d'utilisateurs, là, il faut que ça fasse pop-up dans la tête et dire je me souviens, j'étais fin novembre 2024 chez Didomi et je sais qu'il y a peut-être quelque chose à creuser, quoi. Petite question. Et il n'a pas une intention de distinguer justement ce qui sera considéré comme distraction contrôle ou pas, justement pour pas empêcher une personne d'être informée? Aujourd'hui, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'on peut supprimer tout objet de la page. Sans distinction. Donc l'entête, le header, le footer, une pub sur une frame, quelque chose. Et donc tant que cet objet sera au même endroit sur le site, donc codifié de la même façon, ancré de la même façon dans le site, il n'apparaîtra plus au coup d'après. Tu parlais des divs, c'est ça? C'est des divs qui enlèvent des bouts de code en fait, qui masquent. J'imagine que c'est ça concrètement. C'est Oui, des zones définies dans la page. Il empêche le chargement de l'élément. Ouais, d'une frame d'un élément. En sachant qu'il y a déjà quand même une petite levée de bouclier sur le sujet. L'IAB, donc l'International Advertising Bureau, a écrit une lettre à Steve Cook pour l'alerter. Je pense que l'idée, c'était quand même de faire un move pour dire qu'il y a une alerte.
et que si jamais ça devait être étendu plus largement, il y aurait un problème. Donc a priori, je vois mal Apple aller jusque-là. Mais en général, ils ne communiquent pas beaucoup. C'est pas comme la CNIL, il n'y a pas tellement de consultations avec Apple, donc il faudrait quand même rester vigilant là-dessus. Et effectivement, oui, aucune modification de la CMP nécessaire à ce stade. Nous aussi, on regarde de notre côté pour voir comment on pourrait en fait éviter d'être pris dans ce... Parce que là, pour le coup, en plus, on a de quoi justifier l'idée que même d'un point de vue privacy, c'est pas génial parce que l'information disparaît. Voilà. Et il y a notamment le server-side, d'ailleurs, un sujet qui pourrait être utile. Puis un lien entre les deux sujets, en fait, c'est est-ce que c'est le tuyau, est-ce que c'est le contenu qui décide ce qu'on va afficher aux utilisateurs. Et bon, effectivement, les tuyaux sont moins nombreux, les contenus sont plus nombreux. Après, à voir où est-ce qu'on met le pouvoir. Mais c'est une vraie question. Et c'est un lien entre les deux sujets, d'ailleurs. Ouais. Et ça pose un énorme problème de concurrence. Enfin, c'est pour ça que je ne les vois pas vraiment bouger dans ce sens-là prochainement. Parce que ils pourraient se faire taper sur les doigts quand même assez sérieusement. C'est quand même donner le contrôle sur un site qui ne leur appartient pas. C'est moyen, quoi. Sans en plus, parce que même là, il n'y a pas énormément de documentation de disponible. C'est vraiment juste sorti comme ça du chapeau. Après, Voilà. le fait de ne pas afficher l'écran des consentements, c'est comme si l'utilisateur disait continuer sans accepter. C'est ça. Bah, ça veut dire qu'on ne peut pas collecter un consentement actif. Donc, oui. Et donc par défaut, pas de c'est non en trace. fait. Il n'y a pas de trace. Ouais. Donc il n'y a par pas de défaut, preuve, c'est il non, en n'y a pas de fait. consente. Ouais, s'il n'y a pas de trace et il n'y a pas d'action, c'est que c'est non en fait. Ouais. C'est conforme à la... C'est ce que dit la CNIL en fait, c'est que dès qu'il n'y a pas de consentement, il n'y a pas de consentement. Donc il y a absence de consentement si on clique sur n'importe quoi qui n'est pas oui j'accepte. Bonne transition pour les apps. C'est une forme de consentement, sauf que le consentement, c'est eux qui le collectent en fait. Non, parce qu'ils ne permettent pas d'afficher en fait. Non. Il va pouvoir les payer pour qu'ils permettent des... J'ai pas vu comment Bon après c'est ça pareil, hein, il y a quand même moins comment d'utilisateurs. eux ils le rédigent. Mais Ah bon? si je comprends bien, ils demandent à l'utilisateur justement de ne plus voir. Non, là c'est l'utilisateur qui dit tels éléments de la page, je ne veux plus les voir. Mais sans informer sur la finalité de ces éléments, c'est ça? Ah oui d'accord. Peu importe. Ouais. En fait, tu les élimines donc tu les vois plus en fait. Il suffit de les toucher pour les faire disparaître. D'accord. Si vous les Je visualisez. nettoie la page et le coup d'après, quand je reviens sur la page, ça y est plus. Vas-y. Si on veut visualiser un peu comment ça se passe, c'est ça. Donc c'est très intuitif. En même temps, il aurait dit non. Tu auras toujours le mode exempté, ouais, je pense. C'est vrai, s'il les enlève la première fois qu'il arrive sur le site, c'est ça le sou et qu'il aurait dit non. Ouais, mais ça fait partie des choses qu'on verra tout à l'heure. Il y a un truc qui est important, c'est la voie de retour. C'est le fait de pouvoir, comme on accepte quelque chose, pouvoir refuser quelque chose et changer d'avis par la suite. Et le fait de faire disparaître totalement un élément d'une page, ça veut dire que cet élément ne se représentera plus. Et donc il n'y a pas de retour possible, mis à part à repartir dans un menu qui doit être encore plus compliqué pour dire que tel élément qu'on a enlevé, enfin globalement je pense qu'il faut resetter la page et dire qu'on la veut à nouveau en natif pour ensuite retirer encore des choses. Mais Aussi pour les données, de savoir quelle part de l'utilisateur sont utiliser ces fonctionnalités pour éviter d'avoir la data. C'est une bonne question. On n'a pas regardé ça pour l'instant, on s'est vraiment plus concentré sur la possibilité, enfin en tout cas sur le fait d'empêcher Apple de retirer... On va regarder. Je ne sais pas si on a moyen de... On a la possibilité de savoir ça. Est-ce que ça va rentrer dans nos analytics? Mais ce sera comme un refus en fait. Ce sera compté comme un refus aujourd'hui. Là aujourd'hui, l'analytique, c'est par rapport au fait que la notice s'affiche. Et là, comme elle ne s'affiche pas. et on ne sait pas si elle sera chargée et bloquée par le navigateur ou est-ce qu'elle ne sera pas chargée par le navigateur. La différence sera là chez nous. Parce que moi, dans la vidéo que j'avais vue, la CMP s'affiche et on la retire en fait. On la fait disparaître, on la cache. quoi. Est-ce qu'elle est chargée mais C'est une bonne question aussi. Ouais. Mais pour l'instant, c'est vraiment à la marge. Donc, on ne s'est pas non plus trop inquiété sur le sujet. L'idée, c'était d'ailleurs de rassurer un peu ici, si jamais il y avait encore des inquiétudes. Je te laisse la main, Sébastien, peut-être sur la suite du déroulé. Ouais. Alors je vais faire des allers-retours vers la télé assez fréquents. Bon, l'idée c'est pas de vous faire une presse théorique sur la doctrine de la CNIL, sur les applications mobiles, mais plutôt déjà de vous donner quelques éléments de contexte.
Donc, mesuré fin 2022 et en 2023, les utilisateurs passaient en moyenne 3h37 sur leur terminal mobile. Ça, mis en exergue avec le fait qu'il y a de plus en plus d'applications mobiles et un développement des usages sur les applications mobiles, fonde le fait que la CNIL s'intéresse au sujet et s'intéresse de plus en plus. Ce qui m'a surpris à la lecture des recommandations, c'est même sur la page d'annonce des recommandations, la CNIL écrit texto, l'environnement mobile présente plus de risques que le web pour la confidentialité et la sécurité des données. Donc déjà ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Et ensuite, on ira et on discutera de la recommandation et comment est-ce qu'elle est structurée, qui elle concerne et ce qu'elle contient. Et ensuite, on parlera de son implémentation pratique. Si vous voulez challenger ce chiffre, parce que je pense qu'il l'interpelle beaucoup, vous regardez dans votre téléphone, vous regardez là, pour les gens qui sont sur iOS, il y a quelque chose qui est dédié. Et sur la partie Android, ça s'appelle bien-être. Vous tapez bien-être, voilà, vous allez voir. Et vous avez jour par jour le nombre d'heures que vous passez et les tops applications. Vous serez surpris, voilà, du temps, effectivement. Et je pense que ça dépasse au moins les 2 heures, 2 heures et demie en moyenne par personne, quoi. Voilà. Bah, si vous voulez savoir de quoi est composée la stat, sur les 3h37 dont je vous parlais, il y a 1h30 de jeu. Donc ça veut dire qu'en moyenne, un utilisateur de mobile joue 1h30. Donc vous enlevez tous les gens qui ne jouent pas et vous imaginez le temps que jouent les gens qui jouent. D'accord. Il y a 1 heure de réseaux sociaux, de manière générale. Donc le temps que vous passez sur LinkedIn, Facebook, Instagram, tout ça. Et il y a 1 heure passée sur des applications de news, de shopping, de voyage, de divertissement de manière générale. Et tout ça fait 3h30 d'utilisation en moyenne chez les utilisateurs. On vous a mis la source, c'est Statista qui a sorti cette stat. Et il y a un petit graphique qui permet de le présenter, il y a un camembert qui permet de le voir sur Statista. Donc voilà, donc, beaucoup de données générées au cours de ces 3h37 de navigation. Des données accessibles par de plus en plus d'applications. Et donc du coup, sur cette partie-là, on peut comprendre qu'un environnement qui collecte de plus en plus de data par de plus en plus d'acteurs devient de plus en plus complexe, d'où l'attention de la CNIL. Donc de plus en plus de data, mais aussi des données mobiles qui sont différentes de celles du web. Donc sur le mobile, on collecte les mêmes données que sur le web, et en plus on peut en collecter d'autres. On peut notamment collecter des données au travers du micro, des photos, de la caméra, des contacts, du GPS, puisque la localisation est précise. On a vraiment les décimales de la localisation. On a des données comportementales de la même façon qu'on pourrait les avoir sur le web, mais elles sont quasiment natives dans l'application, puisqu'on peut mesurer tout ce qui se passe dans une application. Et on a éventuellement accès à des données de santé au travers des permissions qui permettent de le faire. Donc tout ça est géré de manière générale, sauf la partie comportementale, par des permissions qui sont autorisées à l'intérieur de l'application. Donc dans la recommandation de la CNIL, on va vous parler de permissions et d'articulation de permissions qui sont quelque part des consentements techniques. Alors j'utilise ce terme que la CNIL n'a pas osé utiliser. Je crois que Thomas me disait tout à l'heure que le terme qu'il a retenu, lui, c'est approbation pour cette partie permission. Et donc, du coup, il y a des permissions techniques qui permettent d'accéder à ces éléments-là et elles sont ensuite articulées avec des consentements que vous allez collecter à l'intérieur de votre CMP. D'accord ? Donc, c'est effectivement toute la complexité de la partie application mobile, c'est qu'on va devoir constamment jongler avec des choses qui sont édictées par le fournisseur de l'OS de votre téléphone, Android ou iOS, et avec le consentement de l'application au niveau serviciel et du service que vous allez activer. Quand vous activez une application, vous avez à l'après, est-ce que vous voulez utiliser les données de localisation toujours, jamais, que quand elle est ouverte. Ça, la CNIL dit que c'est un consentement technique. D'accord ? Parce que quand, à ce niveau-là, vous ne savez pas pourquoi ça va être utilisé. Vous dites oui, ok, je fais confiance à l'app, et pourquoi faire ? C'est-à-dire pour chercher la banque la plus proche, pour trouver mon chemin, etc. Et donc après, lorsqu'il va avoir une permission servicielle, vous dites bah oui, je veux localiser la banque la plus proche. Donc je tape. Et là, on va vous dire oui, vous allez activer la localisation du service via l'application. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, non. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc on va devoir constamment jongler dans un écosystème qui est complexe, que tu vas expliquer, entre l'éditeur et effectivement la partie OS de l'application. Et donc du coup, toute la question se pose sur l'articulation entre ce que l'on dit au terminal et à l'OS, ce que l'on dit à l'intérieur de l'application, et qu'est-ce que cela permet de faire quand les choix sont éventuellement incohérents. Oui, 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 non, non, oui, oui, non, non.
Quand non, c'est assez facile. Oui, ça a l'air d'être assez facile, même si après, il faut que ça marche techniquement. Mais après, il y a les ambiguïtés qu'il va falloir gérer et qu'il va falloir adresser. Et donc, actuellement, avec des rip-hop de réglages qui aujourd'hui marchent peu ou prou pas très bien. Donc voilà, l'idée, c'est, in fine, de pouvoir adresser une conformité a priori dans le cadre des développements et de faire en sorte de pouvoir mettre en place une application mobile qui respecte le framework de conformité défini par la CNIL pour accéder à ces données-là. Donc 3 dates à retenir, effectivement. En 2023, une des priorités de la CNIL était le contrôle des applications mobiles, notamment dans le domaine de la santé, on était post-Covid. La CNIL se rend compte qu'elle a un souci parce qu'elle n'arrive pas à adresser le sujet, elle n'a pas assez communiqué sur les règles, et donc du coup, plutôt que de sanctionner tout un secteur, elle se dit qu'il faut qu'elle mène des travaux. Donc à partir de février 2023, des ateliers qui vont se poursuivre jusqu'en juin 2023, une consultation avec un document qui ressemble à celui qu'on a là. On a gagné 3 pages, entre les deux il faisait 95 pages, là il en fait 98. Et donc en 2023, elle arrête sa consultation, elle consulte l'autorité de la concurrence, comme le disait Thomas tout à l'heure, pour être sûr qu'en disant globalement que les OS ont le droit de protéger l'accès à des permissions techniques, que les magasins d'applications ont le droit de vérifier la conformité d'applications qu'on dépose parce qu'ils doivent informer le public, et que les éditeurs ont le droit de développer des applications qui correspondent aux fonctionnalités qu'ils veulent mettre en place dès lors qu'ils ont la base légale pour pouvoir le faire, en termes de traitement de données à caractère personnel, et bien tout cet écosystème doit se mettre en route pour pouvoir fonctionner comme il faut. Donc le document est sorti le 24 septembre 2024 et comme d'habitude la CNIL laisse 6 mois de transition aux acteurs pour pouvoir se mettre en ordre de bataille. Donc on est à peu près sur le même schéma que celui qu'on avait en 2020 avec les cookies et du coup on a le même type d'enjeu. Et le premier de ces enjeux, on en parlera tout à l'heure, c'est de savoir ce qu'on fait, pour savoir si on le fait bien et si on a raison de le faire. Donc alors quels sont les acteurs qui sont visés? Donc vous avez 5 catégories d'acteurs qui sont visés dans la recommandation. Je vais commencer par les publishers. Ou les éditeurs d'applications, pardon, c'est un anglicisme. Donc un éditeur d'application, c'est lui qui décide de développer l'application. Sans lui, il n'y a pas d'application. Donc du coup, c'est lui qui va déterminer ce qu'il y a à l'intérieur et juridiquement, il est responsable de tout ce qui va se passer à l'intérieur. Donc l'éditeur d'application, il va faire appel à la fois à des développeurs et des SDK et il va aussi demander la capacité de pouvoir stocker son application mobile et la publier sur un magasin d'applications. Donc la recommandation, elle vise les éditeurs et leur framework de conformité, on en parle après, les développeurs et donc ce qu'ils vont faire pour l'éditeur pour mettre en place une application qui répond aux besoins de manière à concourir à sa propre conformité. Les SDK, puisque peut-être que Guillaume en parlera un peu tout à l'heure en détail un petit peu, mais une application mobile est faite de SDK et de briques applicatives. On développe assez peu de choses en réalité dans une application. On cherche surtout à rajouter des modules qui sont préexistants de manière à activer des fonctionnalités et faire en sorte qu'ils fonctionnent de manière correcte et éventuellement qu'ils puissent communiquer avec l'extérieur. Et une fois que cette application a été testée, approuvée, adresse le besoin, on va chercher à la publier sur un store. Donc là, une logique d'approbation sur le store va rentrer en ligne de compte avec éventuellement des contraintes apportées par le magasin. Et tout ça s'appuie sur un OS qui va permettre d'accéder à des ressources techniques qui permettent d'aller chercher des informations, enfin de communiquer basiquement avec l'extérieur et d'aller chercher les informations qu'on voyait dans les permissions techniques tout à l'heure. Donc ce document de 98 pages, a vocation, à coût de 15 pages par acteur, globalement entre 10 et 15 pages par acteur, à déterminer un framework de conformité, ce que vous devez faire. D'accord ? Voilà, je vais pas en dire beaucoup plus par rapport à ça, mais l'idée c'est, si jamais vous n'êtes... pour ceux qui ne sont pas juristes et qui veulent prendre connaissance de la recommandation, ne vous dites pas qu'elle fait 98 pages, dites-vous qu'il y a 10 ou 15 pages qui vous sont dédiées, et allez regarder les pages développeurs, les pages éditeurs, SDK si vous êtes un fournisseur de solutions, et consulter des éléments ou des gens qui sont autour pour voir quelles sont les choses qu'eux ils retiennent de manière à faire en sorte de compléter votre vue. Et si vous avez le temps de lire les 98 pages, allez-y. Vous utilisez ChatGPT pour synthétiser, faites-vous plaisir. Plus vous regarderez les choses, plus vous les comprendrez. On va être dans un processus d'acquisition de maturité qui va ressembler à celui qu'on a eu sur les cookies. Au début, tout le monde débarquait, puis maintenant, je pense que la majorité des sites sont à jour. Il y a des solutions comme Didomi qui vous apportent des solutions pratiques qui fonctionnent avec une posture cohérente dans le temps et qui font que, du coup, on arrive à avoir de la visibilité sur ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Oui, parce que ce qui est très important, c'est que dans la recommandation, il y a une intro, basique, et après, c'est vraiment par acteur et par thématique. Donc si vous voulez vraiment rentrer dedans, comme tu l'as si bien dit, vous prenez hop, la partie éditeur. Parce que vous êtes page 28. Tous éditeurs, vous regardez, et vous avez une section. Et à la fin de chaque section, c'est plutôt bien fait, il y a une checklist. Vraiment une checklist de dire, pour l'éditeur, voilà ce qu'il faut vérifier. Alors,
Après, il faut mettre en place, hein, c'est le plus dur, mais au moins vous avez une checklist. Et après, vous dites, ouais, mais je ne suis pas très à l'aise sur les SDK, par exemple. Et bien là, vous allez, hop, regarder sur qu'est-ce que je dois vérifier dans les SDK. Et là, déjà, vous avez fait, je pense, 80% du travail. De toute façon, vous n'allez pas changer ce que va faire l'OS, vous n'allez pas changer ce que va faire le store d'application. Hein. On a tous eu des bannières ATT qu'on ne comprenait pas trop comment ça fonctionnait. On a tous eu des apps rejetées, mais on ne savait pas pourquoi. Voilà, donc de toute façon, ça, on doit naviguer avec. Vous zoomez sur ces deux-là, et vous avez 80% effectivement de la complexité que vous comprenez. Maîtriser, c'est peut-être encore un grand mot, mais au moins que vous comprenez pour élaborer votre plan d'action. Voilà, donc déjà, on vous a réduit de 98 pages à une trentaine de pages. Vous n'êtes pas venu pour rien déjà. Hop, et voilà. Donc si on va sur les objectifs de la CNIL par rapport à cette recommandation. Donc on l'a dit tout à l'heure, jusqu'en 2022-2023, la CNIL parle assez peu d'applications mobiles et son objectif, après la mise en place des éléments sur les cookies, c'est d'aller un cran plus loin et d'arriver et faire le même type de préconisation sur les applications mobiles. Donc c'est une extension de ce qu'on a vu sur les cookies et traceurs appliqué à l'environnement mobile qu'on a là entre les mains. Donc son premier objectif, c'est clarifier et d'encadrer le rôle de chaque acteur. Donc on a vu 5 acteurs différents et donc l'idée c'est 2 à 2, comment est-ce qu'ils doivent se comporter les uns par rapport aux autres et quelles sont les informations qu'ils doivent fournir aux autres pour pouvoir avancer. Donc juste après, je vais vous positionner le publisher, le développeur et le fournisseur de SDK pour vous donner les principaux éléments à retenir. Mais comme le disait bien Guillaume tout à l'heure, il y a une checklist avec 30 à 40 points, acteur par acteur, que vous pouvez regarder, que vous pouvez mobiliser pour vous demander comment vous êtes en fonction de votre position. Donc d'abord clarifier et encadrer le rôle de chaque acteur. Et ce qui est sous-tendu, c'est que contrairement à ce qu'on avait peut-être tendance à faire, maintenant, il va falloir contractualiser les relations entre les acteurs. Donc, autrement dit, quand vous avez un SDK dans vos applications mobiles, quand vous utilisez le SDK d'une startup, vous allez devoir contractualiser avec elle et garder les preuves de la contractualisation et savoir ce qu'elle s'est engagée à faire pour vous et ce que vous avez compris de ce qu'elle allait faire pour vous, parce que ça va vous permettre de monter votre framework de conformité. La deuxième chose, c'est l'amélioration des informations des utilisateurs. Donc ça, c'est le grand dada de la CNIL, et puis c'est l'objet du RGPD, hein, c'est de remettre l'utilisateur au centre de la discussion. Et donc du coup, plutôt que d'avoir une application mobile qui fonctionne, il va falloir avoir aussi un document qui explique comment elle fonctionne. Et au-delà des consentements qu'on récupère déjà, si on a mis en place une CMP, si on a un centre de préférence à l'intérieur de son application, il va falloir fournir des informations aux utilisateurs pour savoir quelles sont les fonctionnalités qui sont activées, à quoi elles servent, quelles données elles traitent, quels sont les destinataires des données ultérieures. Et le dernier point, c'est de vérifier que le consentement est éclairé et n'est pas contraint. Donc autrement dit, vous allez vous poser les mêmes questions que celles que vous avez sur le web. Quelles sont vos fonctionnalités essentielles ou exemptées de consentement? Quels sont les éléments qui sont strictement nécessaires à la demande de la personne concernée? Oups, je viens de faire un peu de droit. Et ensuite, quels sont les éléments qui sont soumis à un consentement? Et donc à partir du moment où vous avez besoin d'un consentement, se pose la question de la façon de le demander et du moment auquel vous allez le demander. Et comment est-ce que ça va s'articuler avec les permissions dont on parlait tout à l'heure? J'aurais une chose à vous dire qui est super importante et qui est écrite juste au début des guidelines. Donc si vous les lisez et que vous ne lisez que ce qu'on vous a conseillé de lire, vous n'allez pas le voir. C'est qu'on parle d'application du RGPD et d'e-privacy. Donc on parle d'un accès par un tiers à une donnée qui est une donnée intime, une donnée personnelle. Si vous générez une donnée dans votre application mobile et que vous faites en sorte qu'elle ne sorte jamais, vous n'avez pas besoin de consentement dans une application mobile. D'accord? Donc vous n'avez jamais consenti à ce que votre téléphone, avec le gyroscope ou la géolocalisation, sache où il est et puisse vous donner une information de où vous êtes sur une carte. Dès lors qu'elle ne sera pas accessible par une personne extérieure et qu'elle reste dans le terminal, vous n'avez pas besoin de consentement. D'accord? Donc voilà pour les objectifs. Pardon. Donc alors là, Waouh. Alors ça va au fond de la salle, vous lisez bien, tout va bien? Ok, c'est super. Tu vas décrypter. Donc je vais décrypter un petit peu. Donc là, il y a 3 couloirs. Il y a 3 couloirs et on vous parle des éléments qui sont nécessaires pour les éditeurs d'applications, pour les développeurs d'applications et pour les SDK. Je la fais courte. Pour les éditeurs d'applications, l'idée, c'est d'appliquer le principe de privacy by design. Donc, on cartographie des traitements, on cartographie des flux de données. Une fois qu'on a cartographié des traitements et des flux de données, on sait qui le fait, pourquoi il le fait, qu'est-ce qu'il utilise, pendant combien de temps, quels sont les destinataires des données. Et tout ça permet de faire une documentation en interne qui permet de tenir un registre de traitement et accessoirement de nommer un DPO si vous traitez des données à grande échelle, des données sensibles, ou alors que vous mettez en place des traitements de publicité digitale.
Donc une documentation interne renforcée, une contractualisation comme je vous le disais, normalement vous êtes censé avoir un contrat, un accord juridique avec toute personne qui traite des données pour votre compte ou en partenariat avec vous dans ces environnements. Des grilles d'analyse et des checklists, on en parlait tout à l'heure, et attention à l'application du DSA. Alors le DSA, c'est le Digital Service Act, et donc depuis le mois d'octobre de l'année dernière, il interdit la publicité ciblée pour les mineurs et l'utilisation de données sensibles dans le cadre de la publicité ciblée. Et il renforce les contrôles sur dark patterns, mais bon, je ne vais pas vous embêter avec ça. Mais donc globalement, ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous avez un utilisateur qui vous dit « j'ai moins de 15 ans », bah, vous ne devez pas activer la publicité, c'est même pas la peine de lui demander son consentement. De toute façon, son consentement, il vaut rien, et en plus, vous n'avez pas le droit de faire de la pub. Donc dès lors que quelqu'un vous déclarera avoir moins de 15 ans, il faudra surtout désactiver tous les éléments publicitaires. Et prendre avec des pincettes toute géolocalisation ou tout traitement que vous feriez qui pourrait être assimilé à une donnée sensible. C'est que la publicité ciblée? Ouais, c'est la publicité ciblée pour les mineurs qui est interdite. Ouais. Donc c'est comportemental ou segmenté. D'accord? Par contre, elle peut être contextuelle. Ok. Donc ça, c'est pour les éditeurs d'applications. Donc eux, ils sont globalement responsables de l'information et du déclenchement des traitements pour les utilisateurs. Après, on a des développeurs. Donc les développeurs, ils peuvent être salariés des éditeurs d'applications, ou ils peuvent être sous-traitants ou fournisseurs des éditeurs d'applications. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que jusqu'à maintenant, en fait, on pouvait embaucher un freelance et lui demander de mettre en place une fonctionnalité dans une application mobile. Et globalement, ça se passait tranquille, en méthode agile, dans une direction technique, et on développait une fonctionnalité. Là maintenant, ce que nous dit la CNIL, c'est qu'il y a une responsabilité qui est accrue des développeurs. Il faut qu'il y ait une contractualisation renforcée avec le développeur qui comprenne des instructions écrites. Il faut que le développeur formalise les choix d'implémentation qu'il va faire, tel SDK plutôt que tel autre, telle mesure de sécurité par rapport à telle autre, ou alors telle mesure de sécurité, je la prends pour telle ou telle raison. Et le développeur devient responsable de l'adéquation entre la documentation qui a été fournie par un SDK ou les instructions qui lui ont été données par son éditeur, et les choix qui ont été réellement mis en place. Donc autrement dit, ça veut dire qu'on va faire porter sur des gens qui sont développeurs éventuellement freelance. Alors ça peut être des entreprises établies avec des méthodes qui leur permettent d'avoir déjà la sensibilisation initiale pour faire ça et puis ensuite les process qui vont bien. Mais aujourd'hui, on risque de faire porter sur des freelances une responsabilité juridique qui est extrêmement forte. Et en plus, il faut l'écrire dans le contrat qu'on a avec le freelance. Donc ça veut dire qu'un contrat avec un freelance, c'est plus un simple contrat de travail, c'est un contrat qui contient des instructions écrites. Voilà. En interne, ça peut être un peu plus simple, mais de la même façon, il faut qu'on donne des consignes au développeur pour pouvoir lui dire comment il doit travailler. J'ai plombé l'ambiance. Non, bah... Est-ce que l'éditeur de l'app doit, par exemple sur l'engagement d'un freelance, lui demander la formalisation pour la récupérer, ou le développeur doit la garder, cette formalisation? Est-ce qu'il doit la fournir à l'entreprise? Oui, il doit la fournir. En fait, pour dédramatiser un peu la partie développeur d'app, bien sûr que ça renforce. Et la contractualisation, le devoir de conseil du développeur, la formalisation et les vérifications. Et aujourd'hui, un développeur, normalement, c'est ce qu'il est déjà censé faire. Alors, je mets à part la contractualisation renforcée, ça c'est plus du papier et ça va effectivement être un peu plus contraignant dans la partie peut-être ressources et recrutement. Et le reste, il doit faire quoi? Il doit bien respecter ce que dit l'éditeur d'app. Il doit après bien vérifier. À la fin, c'est la recette technique, la recette unitaire, on l'appelle comme on veut, mais entre ce qu'a demandé l'éditeur d'app, qui est du coup le commanditaire, par rapport à lui, ce qu'il a intégré, il doit recéter et dire oui, j'ai recetté et je fais un PV de recette en disant ça et ça, c'est bien conforme. Ça, c'est pas conforme, donc c'est KO, donc il y a un debugging qui doit être fait et je dois corriger, soit moi, soit d'autres personnes. Mais ça vient renforcer tout ça, ça vient renforcer la documentation aussi technique qu'il doit faire. Donc en fait, ça va lui donner plus de boulot et ça va un peu plus le responsabiliser effectivement dans sa qualité de recette technique et unitaire. Après, normalement, c'est ce que fait déjà un bon développeur. Mais ça vient quand même renforcer énormément sa responsabilité technique de vérification et de certification comme quoi tout a été bien fait dans les normes. Et par rapport à des éléments que tout à l'heure Guillaume abordera avec vous, ça nécessite aussi de pouvoir indexer tous ces éléments-là dans le temps pour pouvoir retrouver les preuves de la formalisation. Donc non, il ne les garde pas pour lui seul et il faut les déposer à un endroit où ce sera accessible par la suite. Et du coup accessible aussi par quelqu'un qui serait en position de devoir répondre à la CNIL plus que par un chef de projet technique ou un PO. Et la dernière partie, c'est les SDK. Donc c'est là où est le plus gros changement en fait. Globalement, les éditeurs se plaignaient de l'effet boîte noire des SDK. D'accord, on installe un SDK, on se dit, bon, bah, globalement, on ne sait pas forcément ce qu'il y a à l'intérieur, on va les empiler parce qu'il y a les fonctions dont on a besoin, et on n'a pas forcément de descriptif de tout ce que ferait un SDK.
En plus, on s'adresse à des partenaires qui ne sont pas forcément très communicatifs et pas forcément nous expliquer comment ils font les choses et pourquoi ils les font comme ça. Donc là, la position de la CNIL, c'est de dire que le SDK doit dire dès le départ quelle est la position par rapport au RGPD qu'il souhaite adopter, donc est-ce qu'il va être sous-traitant, donc il va agir sur vos instructions, éventuellement il a ses secrets de fabrication, mais il ne traitera jamais les données pour son propre compte. Ou alors est-ce qu'il va agir dans des modes hybrides, responsable de traitement conjoint ou responsable de traitement, et dans ce cas-là, il doit vous expliquer ce qu'il fera à l'intérieur de l'application pour que vous puissiez informer les utilisateurs par la suite. Du coup, les éléments, c'est des informations à fournir par le SDK, leur mise à jour dans le temps, puisque bon, je mets en place un module, rien ne me dit que demain il fera la même chose que ce qu'il faisait hier, donc du coup il faut mettre à jour. À minima, il faut fournir un registre de traitement, donc sous forme de tableur, le registre de traitement RGPD, c'est l'article 30, il y a 8 colonnes différentes dans un tableau, il faut qu'il soit rempli par le SDK. Et à titre de bonne pratique, la CNIL demande à ce que, quand il y a une opération de lecture-écriture, donc autrement dit un traceur, eh bien, le même type de registre soit déposé. Donc un traceur ne traite pas forcément de données à caractère personnel. D'accord, il peut faire simplement des traitements de données techniques. Et la CNIL demande à ce qu'il y ait le même type d'information et de documentation qui soit faite pour les données techniques que pour les données personnelles. Comme ça, du coup, on sait ce que le SDK va faire. Donc voilà, ce qu'il faut retenir surtout pour les éditeurs d'apps, c'est qu'à partir de maintenant, on va vous demander de faire ça. Et donc si vous ne le faites pas, on peut vous reprocher de ne pas l'avoir fait. Donc une application mobile après mars 2025 qui collecterait des données, alors j'y vais à fond, hein, de santé sur des enfants pour faire de la publicité ciblée et du coup les traquer même en pleine nuit pour leur envoyer des SMS, pour leur dire hey, « coucou, t'as pas le dernier truc à la mode ?» Eh bien tout ça, si un SDK le fait et que vous êtes éditeur d'application, vous ne serez plus censé l'ignorer l'année prochaine, alors que jusqu'à maintenant, vous pouviez arguer du fait que c'était un SDK qui le faisait et que vous n'étiez pas au courant. Cette slide, elle est horrible. Bravo. On la découpera. Une question, ça veut dire qu'il va falloir qu'on demande s'ils ont tous ont 15 ans. Il n'y a jamais d'obligation tant qu'on ne fait pas des traitements particuliers. Donc, c'est-à-dire qu'on ne demande jamais de prendre trop de mesures pour déterminer l'âge de quelqu'un. D'accord, ça c'est un parti pris. Donc si jamais vous faites de la news dans le sport et que vous ne faites que, entre guillemets, que de la news dans le sport, vous n'avez pas l'obligation de demander à votre auditorat quel âge il a, parce qu'à la limite, s'il vous ment en vous disant qu'il a plus de 15 ans, c'est pas grave. Par contre, si vous êtes YouPorn, si vous êtes YouPorn, il faudrait que vous ayez un moyen de pouvoir vérifier l'âge des enfants, parce que bien évidemment qu'ils mentent pour pouvoir voir des images qu'ils ne devraient pas voir à leur âge. Donc tout dépend de ce que vous faites. Peut-être un peu radical. d'indice, une application de jeu qui serait plutôt dédiée à une population entre 10 et 15 ans, a priori on ne peut pas se targuer de ne pas savoir. Donc sur un Clash of Clans ou un Clash Royale, globalement, a priori on ne fait plus de publicité ciblée maintenant, sauf si on arrive à déterminer que c'est un adulte qui est en face. Mais de la même façon, si on a une appli de pari en ligne, aujourd'hui on fait un KYC pour vérifier l'âge des utilisateurs. Donc tout dépend de ce que vous faites et de ce que vous éditez. Et là, je vous invite à consulter un avocat si vous avez un doute. Parce que même votre DPO, il devrait vous dire on consulte un avocat. Si vous voulez aller jusqu'au bout de la préco. En termes de limites sur la recommandation, j'en ai quand même quelques-unes parce que moi je trouve que cette recommandation, elle va très loin, parfois elle va trop loin, elle va trop dans le détail, mais bon, elle a le mérite d'être là et quelque part ça permet d'éclairer les choses. Mais il y a quand même quelques grosses limites. D'abord, c'est un document qui est en français, il n'existe pas en anglais aujourd'hui. C'est un document qui a une portée nationale, il est juste valable sur le territoire français. Il place, tout à l'heure je l'ai dit, une responsabilité forte sur les développeurs, alors même si après on peut la minorer en se disant que c'était déjà le cas avant, mais bon, globalement ils vont être responsables de le faire et une boîte qui fait des millions de chiffres d'affaires, bien évidemment, va se retourner vers un développeur si jamais elle considère qu'il n'a pas bien documenté les choses. Il y a quelque chose qui a disparu et auquel on tenait beaucoup parce qu'on s'était battu pour l'avoir, c'est le continuer sans accepter dans les visuels fournis par la CNIL. Donc ils n'apparaissent plus dans la recommandation, sans dire que ce serait impossible de mettre un continuer sans accepter dans une application mobile. Aujourd'hui, la CNIL ne l'affiche plus comme étant un mode normal de poursuite sans acceptation dans un parcours dans les applications. J'ai pas compris. En fait, aujourd'hui, sur tes bannières de consentement cookies et autres traceurs sur le web, c'était accepté, en tout cas toléré. Et la CNIL avait fait des copies d'écran là-dessus sur le fait que tu puisses pas mettre oui ou non, de mettre continuer sans accepter. Voilà. Là, dans les copies d'écran qui sont dans la recommandation, cette mention continuer sans accepter n'apparaît plus. Donc est-ce que ça veut dire qu'on ne peut plus l'utiliser ou est-ce que ça veut dire qu'on peut quand même continuer mais que la CNIL ne pousse pas dans cette direction? Voilà, on va voir avec la jurisprudence où est-ce que ça nous emmène, mais il y a un flou autour de ça parce que la CNIL
depuis ces derniers mois, ne pousse plus trop cette visualisation-là, qu'elle trouve un peu trop permissive, quoi. Ouais, il y a un contexte là, en fait, c'est que la CNIL, je pense, ne s'attendait pas à une adoption aussi massive du continuer sans accepter. Ils s'étaient dit, on va leur faire une fleur et leur offrir la possibilité d'avoir une alternative au non. Et je pense qu'ils se rendent compte que là, bon, ils vont peut-être pas jouer à ça dans les nouvelles recommandations. À partir de maintenant, je pense qu'on ne le verra plus dans aucun screenshot, nulle part, dans plus d'aucune recommandation de la CNIL. Pourquoi ça les convient pas? Parce qu'en fait, le principe, c'est d'avoir un équilibre des choix. D'accord? Et on a, lors des discussions sur les cookies, quelque part gagné cette capacité de faire ça parce que préalablement, dans les bannières de consentement, il y avait une croix rouge pour fermer. Et la croix rouge voulait dire « je fais silence, je ne veux pas répondre ». Et donc, du coup, le continuer sans accepter a été posé là. D'accord? Mais à partir du moment où la CNIL nous a laissé avoir un bouton accepter, un bouton paramétrer mes choix, et puis quelque part un lien marqué continuer sans accepter, qui est plus ou moins visible d'ailleurs, plus ou moins inséré dans le texte, enfin bon, je vous la fais courte. Hein. Mais donc globalement, ça pose la question de savoir s'il n'y a pas un dark pattern, donc un biais comportemental utilisé et qui permet de pouvoir pousser à accepter. Et donc, la recommandation sur les cookies ne changera pas tant qu'il n'y aura pas un arrêt de jurisprudence qui demandera à la CNIL de le changer. Par contre, la CNIL ne poussera plus ce non-équilibre des choix parce qu'elle sait qu'il est dangereux pour elle. Elle risque de se faire attaquer elle-même puisqu'elle n'a pas le droit de nous laisser biaiser les choix. Alors qu'on est tous conscients de ce que représente un continuer sans accepter dans ça. Est-ce que en cas de non, tous les paywalls qui ont fleuri ces derniers mois, est-ce qu'il y a une recommandation sur ça ou ils sont pareils rien de Alors, oui, là il y a eu une longue histoire. Au départ, elle ne voulait pas des paywalls. Après, elle s'est fait attaquer et le Conseil d'État a donné raison à ceux qui défendaient le paywall, à condition que le paywall soit proportionné. Si je te dis, tu acceptes les cookies ou tu t'abonnes et ça coûte 100 € pour t'abonner, non, par mois, 10 proportion. Si je te dis, tu acceptes les cookies sur lemonde.fr ou tu t'abonnes par mois avec le premier abonnement qui coûte 3 €, 2,99 € ou quelque chose comme ça, là effectivement, on estime que c'est proportionné parce que par rapport au modèle économique, c'est acceptable. Tout dépend, on va dire, du côté un peu win-win de la chose et du côté proportionnel ou pas. Il y a aujourd'hui des travaux au sein de l'EDPB, donc c'est la réunion des CNIL européennes, pour faire écho au consent or pay et donc le refus qui a été fait à Meta de positionner 14 € je crois d'un côté et la pub de l'autre, d'accord, donc alternative simple, d'accord. Et il a été demandé à Meta d'introduire une alternative qui est publicité contextuelle, d'accord, donc publicité totale, publicité contextuelle ou 14 € pour que l'alternative soit acceptable. Pour l'instant, cette préconisation-là n'est pas étendue au monde des médias et à d'autres environnements où il peut y avoir des cookie walls. C'est en cours de discussion. Il y a une question. Ouais, Il y avait des consultations la semaine dernière. Lundi dernier. Sur le sujet. C'était pas très intéressant, c'était un simulacre de consultation pour être honnête. Avec des radicaux de chaque côté. Mais donc ça veut dire que ça va sortir. Et ce ne sera pas seulement limité aux très larges plateformes, ce sera pour tous les éditeurs des recommandations précises sur dans quelles conditions on peut avoir un cookie wall qui respecte le RGPD. T'as une question, hein? Juste une question dans le texte de recommandation CNIL, ils font référence à leur laboratoire de savants fous d'ergonomie. On est d'accord que c'est ce qui est fait par le Link. Voilà. Ouais. Ça, c'est bien pour eux, mais il n'y a rien de... CNIL à l'envers. En fait, c'est un travail qui est fait avec l'INRIA, donc on parle de psychologie dans le traitement des choix, de biais cognitifs, de choses... Globalement, on en arrive souvent à, pour que deux choix soient équilibrés, il faut qu'il y ait un oui et un non à côté, dans la même police, la même taille, la même couleur, le même contraste, présenté au bon moment après un texte d'information. Il y a des choses qui sont intéressantes à lire pour voir qu'est-ce qui biaise les choix, vous pouvez le lire, mais en termes de préconisation, bien souvent, les deux doivent être positionnés au même endroit et en plus on va vous dire qu'il vaut mieux sur un terminal mobile mettre le non à droite pour ne pas favoriser le oui parce que les gens sont droitiers et cliquent avec le pouce droit. D'accord? Le valeur c'est que sur le joli si le site mais il n'y a pas de portée particulière.
Bah, je crois que c'est IP6, Non, c'est, gestion des choix, ça a 2 ans, ça fait 70 pages, il peut le lire. En fait, Non, mais c'est intéressant. Mais... et ce qui est vraiment intéressant pour rebondir sur ce que tu viens de dire, en fait, dans la recommandation, il y a vraiment 3 niveaux. Il y a l'obligation, la recommandation, et après un peu le soft power de la CNIL qui essaie de pousser des choses supplémentaires. Il faudrait que. Voilà. Donc là, il faut, nous recommandons, et il faudrait que. Et quand vous allez lire effectivement la recommandation, acteur par acteur, vous allez voir ce petit paragraphe au départ. Et quand vous lisez, tout se mélange. Donc c'est pas aussi simple parce que quand on processe l'information, on n'a pas un tracker qui dit il faut, il faudrait, et on assimile ça. Alors que aussi, tout ce qu'il faut le souligner. Et ça, c'est vraiment l'indispensable. Il faudrait recommandation. Et nous souhaiterions que, là, c'est vraiment du soft power, c'est la bonne pratique, mais qui n'est pas obligatoire. Je vais tout de suite sur quelque chose, alors c'est au-delà de l'audit, mais c'est plutôt dans les recommandations de la CNIL. Il est apparu une exigence d'avoir un centre de gestion des droits. Ouais. Ça, c'est un truc qui n'existait pas avant. Ouais. Comment est-ce que vous le lisez? Est-ce que c'est finalement simplement pouvoir initier des droits, des demandes d'accès à modification, rectification, tout ça, écrivez à Guillaume chez 55 pour traiter ces données, ou est-ce qu'il faut vraiment que ce soit des Tu réponds à des demandes de droit. poussées? En fait, il y a deux types de choses. Il y a d'abord le retour, alors dans le doc de la CNIL, il y a d'abord le retour sur les permissions techniques et d'autre côté les droits RGPD. Donc retour sur les permissions techniques, ça veut dire que globalement on devrait pouvoir revenir sur les choix qui ont été faits au niveau de l'OS, et là ça pose des questions, tu l'aborderas. Voilà. Et après sur l'exercice des droits RGPD, dans la première mouture l'année dernière, on parlait de privilégier des SDK qui permettaient de manière automatique de pouvoir répercuter les demandes d'exercice de droit RGPD. Autrement dit, je m'oppose à un traitement, je vous fais une demande d'effacement ou je vous fais une demande de droit d'accès. Opposition, ça veut dire arrêter ce traitement. Effacement, c'est oubliez-moi. Et je vous fais une demande de droit d'accès, c'est donnez-moi toutes les données que vous avez sur moi, expliquez-moi pourquoi vous avez traité ces données pour moi et quelles sont les finalités et les bases légales que vous avez. Et bien du coup, dans la première mouture l'année dernière, la CNIL prévoyait que ces demandes de droit soient faites de manière automatique à tous les SDK qui sont présents dans l'application et que les SDK doivent restituer dans l'application les informations. Donc là, ça s'est assoupli, parce qu'on lui a expliqué que ce n'était pas possible et que c'était ni souhaitable ni possible dans un écran de 4 pouces. Mais bon, globalement, ça s'est assoupli. Mais par contre, la CNIL dit qu'il faut pouvoir exercer ses droits et qu'à partir du moment où il y a un responsable de traitement qui agit dans une application mobile, donc il va avoir un SDK qui va traiter des données de manière active de son côté, il doit être en mesure de pouvoir répondre à une demande d'exercice de droit. Et donc, si moi, Sébastien Gantou, je vais sur l'application de mon téléphone portable et que je vais sur l'application... Non, même pas, l'application de mon vélo, d'accord? Donc mon vélo Bosch, eh bien, dans la liste des SDK qui sont présents, j'ai 35 ou 40 SDK. Eh bien, si je fais une demande de droit d'accès, il faudrait que ces 35 ou 40 tiers reçoivent une information disant que j'ai fait une demande de droit d'accès et m'envoient dans un format clair et lisible, enfin, pour ceux qui connaissent le texte, des informations qui sont interprétables pour que je comprenne quelles sont les données qui sont traitées sur moi. Oui, c'est inscrit dans les recommandations. Oui, il va falloir se poser la question de savoir comment on fait, mais on va déjà commencer par cartographier. Je passe la main du coup à Guillaume. Ouais, voilà. On va d'abord commencer par cartographier les traitements, voir ce qu'il y a à l'intérieur des applis, demander des infos sur ce qu'elles font, et on verra après comment on fait pour interagir sur la demande d'exercice de droit. Ouais, mais oui, c'est à l'intérieur du document. Quand même, pour répondre au minimum, il faut mettre quand même un point de contact. Il faut mettre un point de contact. DPO, Crédit Agricole, etc. Dans ton cas. Ou sinon, dans les formes les plus évoluées, il y a des formulaires qui existent aujourd'hui, dans lesquels tu remplis toi-même. Et après, ça déclenche un process interne avec un workflow légal, conformité, de vérification. J'allais préciser que Didomi offre une solution là-dessus. Exactement. Et de plus en plus, effectivement, dans la demande d'exercice de droit, la bonne vieille adresse mail DPO, puis le DPO il n'est pas là, et puis ça se perd un peu. Maintenant, on est de plus en plus dans quelque chose d'industrialisé, avec des formulaires, des workflows derrière de traitement, et pourquoi aussi des temps de réponse, parce que souvent, il faut faire ça sous les 30 jours. C'est 30 jours, ouais. Voilà. Et puis après, quand vous en avez beaucoup, il faut que vous pilotiez à la fois celles qui vont vite pour regarder quel est le temps moyen sur celles qui vont vite, et puis celles qui ne vont pas vite pour regarder pourquoi vous débordez parfois sur les 30 jours. C'est la principale source de plainte auprès de la CNIL qui vise les applications et les sites web. Très rapidement, juste parce que bon, j'en profite sur le produit Didomi, parce qu'on va avoir en fait une solution. Alors, on n'est pas en train de couvrir les SDK pour l'instant, pas sur mobile, mais en tout cas sur le web, on va avoir la possibilité d'envoyer directement à tous les intervenants du TCF
C'est-à-dire quand même pas mal d'acteurs, environ 900 je crois, au dernier décompte. Et leur dire, voilà, on a reçu une demande de suppression de données, vous aussi, vous devez la respecter. Toute la donnée dont vous disposez sur cet utilisateur, vous devez la supprimer. Je crois que vous avez... En fait, juste pour bien comprendre, en fait, est-ce qu'on peut illustrer ces recommandations, les rôles des différents éditeurs, les développeurs à travers un exemple simple, notamment par exemple la création d'un compte client, pour bien saisir. En fait, en gros, je ne sais pas, par exemple, lors du consentement de création de compte, est-ce que c'est possible de dire par défaut, je peux récupérer les informations, la géolocalisation du client? Est-ce qu'elle peut rester, même ce consentement, il peut rester indéterminé ou pas? Ou je dois l'utiliser uniquement pour une fonctionnalité, quoi. En même temps, je peux peut-être répondre juste sur ce point-là, parce que je vois que vous avez plusieurs questions, je vous réponds très vite. L'accès technique peut être autorisé à l'installation de l'application. Par contre, vous n'avez pas le droit d'utiliser les données GPS de localisation de l'utilisateur avant de lui avoir expliqué pourquoi vous voulez les utiliser, et ce qui veut dire que tant que vous ne lui avez pas expliqué qu'il n'a pas consenti à l'intérieur de l'application à un usage spécifique, vous n'avez pas le droit de les stocker en dehors de l'application. Ouais. Non, mais je pense que ça va être dans la suite. En fait, on va répondre. On va répondre sur les applications actuelles, mais ça, vous allez pouvoir déporter sur les applications, je pense, parce que vous êtes en train de créer une nouvelle application. On en a discuté tout à l'heure. Je vous propose, on fait ça, on garde vos questions. Pourquoi en fait maintenant, là on a vu le côté théorique. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, il faut savoir. Juridico-théorique. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que vous avez des applications en cours, live ou en cours de création. Comment on fait? Et déjà, pourquoi c'est le bazar par rapport au web? Si je pose une question aujourd'hui aux gens qui sont dans la salle, combien de SDK vous avez dans votre application? Qui est capable de me répondre? Voilà, je ne suis pas venu pour rien, merci. Alors voilà, et si je vous dis combien de cookies ou combien de tags vous avez, vous êtes en capacité de me répondre un chiffre qui va être à plus 10-15% près, à peu près juste. Voilà. Et ça montre bien le gap qu'on doit franchir entre votre connaissance du web et votre connaissance de l'application. Cette simple question-là montre que la maîtrise globale des applications est très faible par rapport à la maîtrise du web. Après, c'est pareil. Si je vous dis, est-ce que vous avez un plan de marquage bien documenté, avec une CMP bien configurée, dans lequel vous êtes certain à 95% que c'est bon sur le web, vous allez me dire oui. Si je vous pose la même question sur l'application mobile, le plan de marquage il est où? La configuration de la CMP elle est où? Voilà, la même chose. Et pourquoi en fait c'est plus complexe aussi? C'est que sur le web, vous allez faire une modification, vous allez cliquer sur refresh, vous allez supprimer le cookie, supprimer le tag, d'accord? Et là, comme par magie, pour tout le monde, le tag est supprimé, plus de problème. Là, dans la partie application mobile, vous avez plusieurs versions peut-être dans la nature, déjà. Une V5.2, une V5.3, une V5.4, avec différents patchs de correction, mais tout le monde n'a pas adopté ces patchs de correction. Et vous allez faire des corrections, et après vous allez devoir repasser par un process de vérification du code compilé, de publication de l'application. Le store va prendre du temps, 2-3 jours, voilà. C'est un process qui prend 2 semaines pour republier une application. Donc, on a un côté, effectivement, quand elle est acceptée par le store. Quand elle est acceptée, quand elle n'est pas rejetée, on a un côté réactivité qui est beaucoup moins grande sur la partie application mobile. Et pourquoi il faut... Et donc, moi je pars du parti pris qu'il faut aujourd'hui diagnostiquer vos applications mobiles. Parce qu'on n'est pas confiant collectivement de qu'est-ce qui se passe dans l'application mobile. Et donc là, c'est une méthodologie qu'en vaut une autre, mais déjà, on a bien vu que les éléments serviciels que vous proposez, la géolocalisation, la publicité, d'autres fonctionnalités, sont produits par des bouts de code compilés exprès pour ces fonctionnalités-là. C'est les fameux SDK. Il faut identifier ces SDK, être sûr que déjà on a la bonne liste. Vous avez fait la même chose ces dernières années sur la partie cookies et tags, vous avez listé. Il faut faire exactement la même chose sur la partie application mobile. Identifier les SDK, qu'est-ce qu'ils font? Et après se poseront effectivement les questions juridiques de dire ils font ça, est-ce que je suis sûr qu'ils font que ça? Et donc là viendra effectivement le côté juridique qui ira interroger effectivement le SDK, dire vous faites de la géolocalisation parce que j'ai un SDK de géoloc dans mon application. Est-ce que les données géoloc ne viennent pas entraîner des algorithmes chez vous et d'optimisation du service? Et beaucoup vont vous dire
Si en fait, dans certains cas, peut-être. Et là viendra effectivement la négociation contractuelle pour encadrer tout ça. Donc ça, c'est vraiment la partie cartographie des SDK. Ensuite, sur ces SDK, on va leur faire confiance, mais on va aussi vérifier, comme sur la partie cookies et tags. C'est-à-dire qu'on va devoir vérifier que ce qu'ils décrivent, ils font que ça. Et donc, on va suivre les requêtes, car comme tu l'as dit, ce qui nous intéresse, c'est les SDK qui interagissent avec l'extérieur, d'accord, et qui remontent des données, remontent des fonctionnalités, remontent des informations. Donc ça, on va suivre les requêtes. Et pour faire ça, malheureusement, c'est beaucoup plus complexe que sur le web. Sur le web, vous allez sur votre navigateur, vous allez dans la console F12, vous vérifiez et vous avez globalement tout ce qui se passe et les cookies. Là, vous avez les valeurs par cookie qui sont les intelligibles valeurs ou par pas, cookie, mais en tout cas, la durée de vie des cookies, le domaine d'application du cookie, c'est les first party ou third party. Et là, sur la partie requête, il faut utiliser ce que la FIN appelle des émulateurs. Les émulateurs, c'est quoi? C'est que vous prenez, vous ne pouvez pas tester sur votre, alors que vous pouvez tester sur votre PC. Vous allez rentrer ça dans un browser stack, dans un émulateur qui va vous simuler effectivement l'application. Et vous allez naviguer les parcours, et vous allez analyser les requêtes techniques par rapport à ça. Et pourquoi c'est important? Pour voir s'il n'y a pas de surcollecte de données personnelles, s'il n'y a pas des moments où le SDK se déclenche alors qu'il ne devrait pas se déclencher. Et ce qui est particulier, c'est que sur un site web, vous avez des cookies qui se déclenchent avec des valeurs. Et là, il va falloir qu'à la volée, vous voyez les flux. Parce qu'en fait, vous allez mettre quelque chose qui encapsule l'application mobile et vous allez chercher à voir ce qui sort. Et donc, c'est au moment que ça sort que vous le voyez. Et après, ça disparaît. C'est pas stocké. Oui. Est-ce que ce que tu évoques, c'est un fiddler ou un charge? Ouais, un browser stack, un fiddler, un Charles. Voilà. Et ça permet de voir les appels qui partent de l'application, mais pas forcément l'information, la donnée personnelle. Ça ne permet pas de récupérer la donnée personnelle à laquelle va pouvoir accéder un partenaire tiers. On va pouvoir dire, le SDK Toto, il a lancé un appel vers le domaine XXX avec des informations probablement encryptées qu'on va pouvoir lire. Ouais. Ce qui est un moyen du coup de voir. Alors, déjà, ça permet de voir déjà le déclenchement en fonction des consentements. Est-ce que ça se déclenche? Est-ce qu'il y a des choses qui se passent avant consentement, après refus et après consentement? Donc ça te permet déjà, toi, dans ces 3 scénarios, macro-scénarios, de vérifier le déclenchement ou non des SDK. Donc ça te permet de ça. Et ensuite, tu pourras discuter avec ton voisin juste derrière qui a testé tous les outils. Abdul, qui a testé tous les outils, effectivement. Et il y en a certains qui permettent de décrypter les choses. Donc, c'est-à-dire le network, tu vois le network, dans d'autres noms. Et ça dépend du type de langage, de ton application, du niveau de sécurité. Donc, je n'ai pas dit qu'on pourrait tout voir, mais en fonction des outils utilisés, tu peux voir plus ou moins de choses. Et peut-être qu'il y aura des limitations et on ne verra pas. Et c'est là où vont s'articuler les parties techniques et juridiques, où ce qu'on ne verra pas, on va demander aux tiers de fournir des informations et de déclarer des informations. Et puis après, on verra si on peut l'auditer ou si un jour il est contrôlé, mais au moins on aura fait nos due diligence en termes de compliance. Ce qui n'est jamais aussi bien que de vérifier que ça marche bien et qu'on ne nous a pas menti, mais en tout cas... Et surtout, il y a quand même un devoir de moyens, si tu veux. Aujourd'hui, on disait, ça fonctionne, on ne regarde pas trop. Là, on va regarder. On va peut-être être bloqué, comme tu le dis, Romain, par rapport à un certain nombre de choses. Mais au moins, on aura fait notre cahier de recettes, on aura fait ça, on aura documenté. On dira, là, on est allé au bout du bout du bout. Et, comme souvent, après, quand on est bloqué d'un point de vue technique, il y a la partie juridique qui revient. On questionne le partenaire en question. Et on documente effectivement la réponse qu'il nous fournit et ce qui permet de combler la non-visibilité technique par rapport à ça. Et donc, vraiment, ce process-là, il est important pour diagnostiquer ce qui se passe effectivement dans la partie applicative, en sachant que cette partie-là, elle va être complexe, parce que comme tu l'as expliqué, on va devoir jouer aussi avec les consentements techniques applicatifs de l'OS. Là, en faisant ça, on dit oui à ATT au départ et on voit ce qui se passe. On dit non à ATT, puis oui à la SAMP et on voit ce qui se passe. Donc en fait, il y a quand même dans la partie cahier de recettes et test, on part de l'OS, qu'est-ce que la personne a pu répondre et on teste tous les cas de figure. Et après, on fait comme un arbre, il a dit oui. Et avec la SAMP, qu'est-ce qui se passe à l'ouverture, à l'acceptation, au refus, et on recommence après, etc. etc. Donc, ça démultiplie effectivement les tests par rapport au web. Voilà. Mais aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'outils qui nous permettent d'aider ça, mais on est dans un environnement quand même extrêmement technique. Donc, pour répondre à votre question, par rapport à la partie nouvelle application,
Mais il faut d'abord vérifier tous les niveaux serviciels que vous voulez appliquer dans votre nouvelle application de sport, par exemple. Vérifier en amont avec eux tous les SDK, qu'est-ce qu'ils vont faire de la donnée et comment ils fonctionnent, et les documenter. Vous équipez effectivement d'une CMP pour gérer effectivement toute la partie conformité du consentement. Et en fonction de l'OS, vérifier en amont le côté contraignant ou non de l'OS. Plus on va être sur de l'Apple, plus ça va être contraignant. Plus on va être sur de l'Android, plus ça va être un peu plus permissif au regard des permissions acceptées. Et comme ça, on construit by design l'application et on a de grandes chances qu'elle soit en conformité dès le départ, quoi. Puis il y a des choix qui sont impactants pour les utilisateurs. Typiquement, moi j'ai un cadenas abus, d'accord, donc vous connaissez, c'est une marque allemande, il se déconnecte quand je m'approche avec mon téléphone. Du coup, j'ai besoin que l'application me géolocalise en permanence pour qu'elle voit que je suis à côté du cadenas et qu'il puisse communiquer avec. Donc du coup, j'autorise la géolocalisation sur cette application-là. J'ai un téléphone, j'ai un iPhone. Et donc du coup, de manière régulière, mon téléphone me demande si je suis OK pour toujours autoriser, parce que ça fait une semaine que Abus repère ma position tous les jours, et il me demande si je suis toujours d'accord. Donc parfois, de demander trop tôt à un utilisateur d'activer la géolocalisation, c'est contre-intuitif, parce qu'en fait, il va s'inscrire, vous pensez qu'il l'a activée, il va la désactiver après, et vous ne lui reproposerez plus au moment où vous en avez besoin, donc il vaut mieux le faire au moment où vous avez besoin de l'activer. Comme ça, il va savoir pourquoi il vous a dit oui, et il va la maintenir active après dans le temps. Anna, tu as une question ? Comment s'assurer que le développeur a bien respecté les recommandations à travers La carotte, le bâton, le contrôle. Oui. La confiance. Non, mais tout à l'heure, il y a le... La confiance, le process. Non, mais le contrat, c'est bien. Mais le contrat, quand on sort les contrats, c'est qu'il y a déjà eu un problème. Et ce qu'on veut éviter, c'est les problèmes, justement. Donc le contrat, c'est une garantie, c'est une assurance de pouvoir se retourner contre quelqu'un en cas de problème. Mais ce qu'on essaye collectivement ici, c'est d'éviter les problèmes. Et donc oui, non, ça passe par la recette. Donc déjà des instructions claires chez vous, de dire, voilà, de recettes, vérification, et peut-être, nous ce qu'on fait, c'est de la vérification croisée. Le gars qui développe, il vérifie, mais il y a un autre développeur tiers qui revérifie, ce qu'on appelle la recette croisée. Quand on est développeur, on dit, oui, forcément, j'ai peut-être bien développé nativement, et quand c'est quelqu'un qui est extérieur, il va être peut-être un peu plus critique sur les choix de langage, les choix. Et donc, cette relecture croisée, pour moi, elle devient quasiment obligatoire dans le process de vérification, de mise à jour d'une application ou d'un design, quoi. Ça veut dire que quand vous embauchez un freelance pour travailler sur vos applis, vous avez déjà un process qui existe, vous allez lui expliquer qu'il va avoir un cahier de spécifications, un cahier de test, et que vous allez lui demander de renseigner quelque chose qui ressemble à les choix qu'in fine il aura pris par rapport à vos instructions initiales, de manière à pouvoir le garder dans un outil de ticketing qui vous permettra d'avoir la somme de tout ce qui a été développé dans votre application. Mais encore une fois, c'est quand même ce qui est fait. Hein, et c'est ce qui est fait d'habitude. Par d'habitude. Il y a une documentation qui est faite, il faut peut-être qu'elle soit un peu plus musclée. La recette technique et fonctionnelle, c'est quand même des choses qui sont quand même... voilà. Et pour moi, il faut juste, s'il y a un seul développeur, il faut faire des vérifications croisées pour ne pas faire porter le risque que sur une seule personne, en fait, tout simplement. Mais la CNIL, elle n'impose rien. Non. La CNIL, elle n'impose jamais rien d'un point de vue modus operandi. Hein. Elle dit voilà ce que vous devez faire et respecter. Après, débrouillez-vous dans votre gouvernance interne et externe pour la mettre en place, quoi. Elle vous dit vous devez écrire des instructions et si jamais le développeur prend des choix qui ne sont pas dans vos instructions, il doit vous les formuler et obtenir votre accord. Vas-y. Moi, je suis juriste, donc j'ai une question technique, peut-être simple, mais je la pose. Toutes ces vérifications, est-ce qu'on peut les faire avant que l'app soit sur les stores, ou est-ce qu'on peut la faire ou c'est qu'après parce que non, tu peux la faire avant. La vérification des permissions, comment on la fait? Tu peux la faire en fait. En fait, quand on va prendre, on va dire tester l'application, on va prendre tout le bout de code compilé, etc. de l'application. Ça s'appelle un APK sur Android. On va le mettre dans un outil qui va un émulateur, la CNIL par émulateur qui va simuler l'application. On va pouvoir naviguer dedans, d'accord, depuis un PC pour simuler. Et donc tu peux le faire en avance de phase, effectivement, d'une version. Toute la réaction des permissions avant que... Exactement. Tu peux faire ça, à condition de bien avoir avant cartographié tes parcours métiers dans lequel il y a les permissions. Et ça, effectivement, toi, tu ne le sais pas. Donc c'est la personne qui est PO de l'app, product owner de l'app, qui sait « Ah ben oui, quand je vais dans tel onglet et que je clique là-dessus, là, ça peut déclencher un niveau serviciel qui peut déclencher une permission. » Et ça, il faut le cartographier.
pour qu'après, on puisse le tester et vérifier tout ce qui se passe, quoi. Donc il y a quand même un côté listing des SDK et après listing des parcours métiers dans lequel on sait que telle fonctionnalité se déclenche et du coup telle fonctionnalité égale tel SDK et donc on peut vérifier. Donc il y a quand même pas mal de choses en amont, en cadrage, avant de pouvoir vérifier techniquement les parcours les plus critiques, quoi. Anna, tu avais une question? Si on voit la chose d'un peu plus positive, Prometteur. les challenges qu'on a côté web, c'est qu'il peut y avoir des traceurs de tiers, etc., qu'on ne maîtrise pas, qui viennent s'incruster. Ouais. Éventuellement, là, on garde complètement la maîtrise Ouais. de ce qui se passe au niveau des SDK. Donc, oui. Ouais, non, alors ça c'est bien. Et ce qui est plutôt bien aussi, je rebondis sur ton point, c'est que globalement, quand même, par rapport au nombre de tags que vous avez, le nombre de SDK, quand vous en avez déjà 10 ou 15, c'est déjà une application qui est costaud, quoi. Donc déjà, ça limite, c'est la bonne nouvelle du jour, ça limite quand même le nombre de vérifications. Après, souvent, aujourd'hui, on est quand même pas très bon sur ce qu'ils font réellement. Donc on doit un peu tout reprendre depuis zéro et reposer la question et bien vérifier leur déclenchement et le niveau serviciel associé, est-ce qu'il est... voilà. Et contractualiser, parce que la plupart du temps, on s'est posé la question sur les contrats qu'on avait avec les fournisseurs web, on ne s'est pas posé beaucoup la question. Encore faut-il que les fournisseurs de SDK veuillent vous répondre. Voilà. Je pense qu'un Google, il va vous envoyer un CGU de Firebase et puis voilà. Voilà, 12 liens différents qui renvoient à 41 documents différents pour vous expliquer ce que font ces applications et en vous disant que l'order form peut rester comme il est avec une page et demie. Voilà. Anna, tu as une question? J'avais une question par rapport à l'ATT, ouais. CMP. Ouais. Est-ce qu'on a plus de visibilité finalement? Est-ce qu'on peut refuser l'ATT et quand même déclencher la pipeline de CMP? Des fois, il y a des... Enfin, on a un peu été laissé à notre libre arbitre. Alors, donc il y a des choses qui changent en fonction des... Non mais la CNIL, en fait, elle dit quoi? Elle dit c'est très bien que les OS s'intéressent à la vie privée. Donc, voilà, tu regarderas dans la recommandation. Et elle dit que c'est que un consentement technique et non pas un consentement qui fait foi au niveau e-privacy ou RGPD. Et après, effectivement, il faut après, c'est ce qui est toléré par l'OS. Voilà, ah oui, ça c'est... En fait, vas-y, je vais commenter ça après, vas-y. Quand Apple te dit dans ses conditions générales que quand la personne a dit non, en fait c'est son signal qui prévaut, quoi. Sauf si la personne rechange d'avis. Donc il y a ce que t'impose la CNIL, il y a ce que t'impose aussi après le fournisseur d'applications par rapport à ça. En réalité, en droit, la seule chose qui compte, c'est le dernier avis éclairé de la personne. D'accord? Donc ça, c'est la philo du droit. D'accord? Donc si jamais tu es dans un environnement particulier que la personne t'a dit « je veux que tu fasses ça », il faut que tu le fasses. Par contre, de manière générale, compte tenu de la position qu'a la CNIL sur la publicité en ligne dans des applications, considérant que la publicité n'est jamais obligatoire dans un service, quand il publie les recommandations, plutôt que de traiter tous les cas, consentement refus à l'intérieur de l'OS et consentement refus dans chacun des deux autres cas en fonction du fait que ce soit avant ou après, la CNIL publie ça. Elle explique qu'il peut y avoir un consentement dans la première requête dans la CMP ou un refus, et après elle traite l'acceptation et le refus ultérieur. Elle dit que si la première requête est une requête de permission, il y a l'acceptation et le refus, et puis après elle a le consentement ultérieur. Et on voit qu'en cas de refus, la CNIL ne dit rien sur ce qu'on peut faire ou qu'on ne peut pas faire. Il n'y a pas deux cas qui apparaissent, donc il n'y a pas de voie de retour dans le document. D'accord ? Mais elle n'interdit pas le fait de reposer la question. Donc autrement dit, elle ne pousse pas à pouvoir reposer la question, mais si vous reposez la question, vous aurez la capacité de pouvoir changer la réponse. Après, tout dépend de savoir si quand vous êtes dans l'application et que vous refaites popper ATT, quand vous vous retrouvez dans les réglages, si vous avez possibilité de désactiver sur l'application. Et ça, pour le coup, c'est pas forcément si automatique que ça. Juste pour terminer avant les dernières questions, ce qui est quand même important, c'est que là, on va avoir une grosse phase d'audit et de mise en conformité un peu coup de poing. D'accord ? Parce que le printemps, c'est bientôt. Une application, c'est complexe. Et il ne faut pas croire qu'en un mois, on va réussir à ça. Alors, il faut d'abord réunir les développeurs, réunir les métiers, réunir la conformité. Et comment on va pouvoir industrialiser ça dans le temps ? Parce que là, il y a le printemps. Les niveaux de version applicative vont évoluer. Il va y avoir une VX.2, une VX.3, une VX.4. C'est normal. Vous allez faire évoluer votre application. Donc déjà, sans outils de vérification, Romain, c'est ce que tu disais,
tu peux pas faire correctement de liste. Donc il faut trouver le bon outil, le bon émulateur qui vous permet de tester correctement votre application. Et vous avez des recours sur ça? Bah, vous pouvez discuter avec Abdoul, qui est juste là-bas. Abdoul, on voit beaucoup de personnes. Et ça dépend. Et nous, on fait des tests avant, et on prend le meilleur en fait par rapport à ça. Derrière, c'est pareil. La gouvernance aujourd'hui autour des applications, autour des sites web, il y a souvent des comités qui vérifient les traceurs, qui font des scans réguliers, etc. Et là, c'est pareil. Au bout d'un moment, il faudra mettre en place une gouvernance, de dire tous les trimestres, tous les semestres, une fois par an, ça dépend un peu de comment vit votre application. Je dois mettre effectivement des vérifications, des garde-fous pour vérifier que je ne dérive pas par rapport à tout le plan de conformité. Et ça veut dire qu'il va falloir nommer quelqu'un pour le faire. Si on ne nomme pas quelqu'un en conformité dans une entreprise pour le faire, personne ne va le faire. Ça veut dire que tous les ans, il faudra refaire le travail de cartographie, d'audit, de renégociation. Ou partiellement. Ou voilà. En tout cas, il faut trouver un mode opératoire pour se dire, en continu, je vérifie quand même. On le fait sur le site web. Il va falloir le faire sur les applications mobiles. Et pareil, du coup, vous avez des comités forcément web aujourd'hui conformité. Il va falloir les élargir et faire maintenant web et app. Parce que vous n'avez pas le choix par rapport à ça. Vas-y. J'avais une question sur la gestion des WebViews et le consentement avec les WebViews sur une application mobile. C'est-à-dire que sur notre CMP, on met l'ensemble des tags, même ceux qui sont uniquement sur le web. Et s'il y a un refus pour une purpose donnée, comment on envoie l'information à notre WebView? Comment on vérifie Alors, ça on l'a fait. On pourra en discuter avec qui de droit, tu sais qui a appelé. Mais oui, on l'a fait pour notamment des applications bancaires, parce qu'effectivement, là on est dans un monde idéal dans lequel tout est natif, tout est codé. Non, en fait, dans la vraie vie, c'est pas ça. Les apps elles sont hybrides, il y a pas mal de WebView, ça peut décrocher. Et il y a des manières, effectivement, avec les CMP, de garder le contexte et de ne pas réafficher la CMP. Et ça, effectivement, d'un point de vue expérience utilisateur, c'est mieux. Parce que si on voit une nouvelle pop-up, on va se dire, bah, c'est bizarre, je décroche, c'est pas le même formalisme, etc. Donc ça, il y a des manières effectivement de garder le contexte. Mais si c'est accepté, tu gardes le contexte accepté. Si c'est refus, tu gardes aussi le contexte de refus. Il n'y a pas de miracle. Hein, on ne pousse pas à réoptiner les gens sur la WebView. Il faut choisir. Soit je fais, c'est pas grave, j'accepte que sur la WebView, il y ait une nouvelle pop-up. C'est comme ça. Soit je fais techniquement, je garde le contexte d'acceptation de refus. Il y a un vrai enjeu de mise en forme de l'information, parce que le refuser tout sur le mobile, il a bien plus d'impact encore que sur le web, parce que du coup, c'est des fonctionnalités qu'on va plus proposer à l'utilisateur, alors qu'il n'a même pas forcément conscience que son action refusée, qui est plutôt automatique, va l'amener à... Ouais, d'où la capacité de pouvoir le ressolliciter quand il fait quelque chose. Exactement. Après, on peut refuser parce qu'en fait, on télécharge l'application, on voit à la première utilisation. Est-ce qu'il faut afficher la CMP à la première utilisation? Ça peut être une stratégie aussi. Hein. Est-ce qu'on attend la deuxième ouverture pour le proposer ou est-ce qu'on le propose une CMP light au départ et après, au bout de 2-3 fois qu'il a ouvert l'application, on lui propose des permissions plus élargies parce qu'il comprend l'utilité de l'application, peut-être. Ça, c'est des stratégies métiers qu'on peut mettre en place. Je sais qu'il y en a un certain nombre qui mettent ça en place. Et après, sinon, contextuellement, un peu comme sur les sites web dans lesquels les vidéos YouTube sont bloquées, parce que vous n'avez pas accepté les cookies publicitaires, bah, là, vous voulez avoir la vidéo. Cliquez et vous dites oui. Parce que là, vous voulez la démonstration de la voiture BMW, voilà, vous voulez l'avoir, donc vous cliquez et vous avez accès. Mais vous avez contextualisé cette permission. Voilà, ça existe déjà sur le web, sur notamment les cookies liés à YouTube ou à Dailymotion. Et là, on peut faire exactement la même chose. Vous voulez activer ce service, attention, ça veut dire que vous allez activer la géolocalisation. Vous acceptez, oui, et ça active la géolocalisation. C'est un petit peu comme la localisation dans le navigateur. Le navigateur vous demande si vous acceptez d'être localisé quand vous êtes, par exemple, sur, je sais pas, je ne vais pas faire de pub, mais sur le bon coin, et il va vous demander si vous acceptez d'être localisé quand vous commencez une recherche. Donc ça, pour le patch, c'est contextualisé, les gens l'acceptent de manière générale. Et s'ils le refusent, il faut leur proposer de saisir leur code postal. J'avais une question concernant les environnements cross-domaine. Par exemple, on est sur... non, pas cross-domaine, si cross-domaine.
sur plusieurs environnements logués, par exemple. Donc par exemple une app bancaire. Je donne mon consentement sur le web pour une finalité, par exemple Analytics. Je vais ensuite sur l'app, donc je suis logué, donc on est capable, en tout cas Didomi la CMP, peut savoir que je suis le même utilisateur. Avec le Est-ce que user ID. Est-ce que j'ai besoin de redonner le même consentement? Non, donc il est identique, il n'y a pas besoin de le redemander dès lors qu'on a informé l'utilisateur au début, lors du consentement initial, qui serait valable à la fois sur le web et sur l'application. Et comme le disait Guillaume tout à l'heure, s'il a refusé au départ, ça veut dire que vous devez prendre en compte le fait qu'il a refusé ce principe. Mais non, donc c'est pas du cross-domaine, ça c'est du cross-device. Donc c'est pour le même sujet, même application, où on donne le device à un autre. Et après, entre une application mobile et le web mobile, parce que là en fait il y a deux choses. Après, il faut faire attention que tes finalités soient exactement les mêmes. C'est là où c'est pas forcément évident. Sur les traitements identiques, c'est possible. Sur le reste, c'est pas parce que si tu as de la perso qui est un peu différente, je prends un autre cas, mais la personnalisation qui est un peu différente sur ton app que sur. Parce que sur l'app, tu peux faire des push petits, des choses un peu plus tu vois, intrusifs, que tu peux pas faire sur le web, par définition. Donc en théorie, oui. Après, en pratique, souvent, on fait quand même 2 CMP avec 2 consentements séparés. Parce qu'en fait, tu n'arrives pas à faire la jointure, non pas de l'ID. Ça, techniquement, tu peux le garder, c'est facile. Mais plutôt de la partie fonctionnelle et servicielle en fait, de l'application. Et pareil, la localisation sur le web, elle n'est pas très précise. Alors que sur un device mobile, on est vraiment avec plein de décimales et on est vraiment prêt. Non, mais là, Et du coup, il faut tronquer les données que vous allez sortir en termes de localisation de l'application mobile, il faudrait les tronquer pour que le consentement soit équivalent. D'accord ? Si vous récupérez une localisation web d'un côté et mobile GPS de l'autre, c'est pas le même consentement, puisque c'est beaucoup plus intrusif dans la partie mobile. Par contre, si vous tronquez à 4 décimales, vous êtes à peu près sur la même chose et vous pouvez le documenter. Bon, je vois qu'on est bien dans le sujet là. Mais je sais pas qui vous êtes et je vois pas votre ticket, mais votre étiquette. Non, mais typiquement, et après la CNIL donne aussi des conseils. Elle dit par exemple, la personne a refusé la géolocalisation. Elle veut pas. Et elle veut quand même activer un service. Là, vous pouvez lui demander son code postal. 75 009. Typiquement. Là, dans le 9e, typiquement, je vais lui informer, mais ça sera peut-être moins précis que la géo pure et dure. Mais est-ce que tous les services ont besoin d'une géolocalisation pure et dure vraiment à 3 mètres près? Pas forcément. Si je recherche par exemple des boutiques la plus proche, si je dis 75 09, il y en a peut-être une ou deux dans le quartier, ça suffit. Je peux la localiser facilement. Voilà, donc il y a quand même aussi des moyens de contournement qui permettent quand même d'assurer des niveaux serviciels en demandant pas forcément des permissions très avancées par rapport à ça. Donc là, typiquement, le cas de la géolocalisation, je trouve que souvent c'est perçu comme intrusif. Donc on peut trouver, en fonction de ce que vous souhaitez avoir, d'autres méthodes. Et taper 4 chiffres avec un mobile, c'est vraiment pas compliqué. Et on peut rendre pas mal de services grâce à ça. Mais c'est intrusif. En réalité, il faut se le dire, la géolocalisation dans un terminal mobile, si vous la sortez du terminal mobile, c'est intrusif. Ça veut dire que ça fait courir un risque aux personnes. Après, il est hypothétique, il ne l'est pas, c'est une notion juridique ou c'est concret et pratique, c'est autre chose. Mais ça fait courir un risque aux gens. Donc il n'y a pas de débat sur le sujet. Si vous sortez la géolocalisation, vous devez le documenter, le sécuriser et le justifier. Par contre, de la tronquer et donc d'enlever des décimales sur les coordonnées, ça vous pouvez le faire. Et tant que la géolocalisation reste dans le terminal mais ne sort pas du terminal, vous n'êtes pas lié par ces éléments-là. Donc vous pouvez utiliser des localisations imprécises si vous n'en avez pas besoin. Mettre le référentiel des iris, par exemple, le truc de la poste avec des œufs de chalandise à l'intérieur de l'application. Comme ça, la géolocalisation ne sortira jamais, c'est juste un code iris qui va sortir. Et ça vous permet de faire vos requêtes et de renvoyer des requêtes avec des œufs de chalandise au magasin. Enfin, il y a plein de choses qui sont possibles en fait. À niveau des fonctionnalités, par exemple, pour essayer un rouge à lèvres, donc il faut que je sois de la caméra. Cette fonctionnalité, je ne l'ai pas sur la version web. Donc là, dans tous les cas, il faut que je demande... Oui, il va y avoir une permission. Et après, la question, c'est est-ce que la forme des lèvres et la vidéo va sortir du terminal mobile pour aller vers l'extérieur et aller vers vos serveurs pour être traitée et être envoyée, ou alors est-ce qu'elle va rester dans l'application? Oui, c'est une image, une simulation que je mets sur le visage de la personne, je mets les rouges à lèvres. Ça ne sort pas? Pas besoin de contrôle. Si ça reste dans l'application, il y a besoin d'une permission technique. Pour que ça reste dans l'application, que l'application le traite en local. C'est technique. Si la photo sort du terminal ou une photo prise avec la caméra va sortir à un moment donné du terminal, vous avez besoin aussi d'un consentement. Notamment le scan du QR. Si j'ai besoin de l'appareil photo pour scanner le QR. Donc j'étais obligé. Là forcément il y a sortie. Il y a sortie obligatoire, parce qu'on clique sur le lien qui est traqué lui-même, donc en fait on extrait les données du terminal. Monsieur au fond. Oui, vous avez commencé
à parler de localisation imprécise sur les OS mobiles, on peut décider de donner une localisation précise ou imprécise à 3 km près. On va remonter une coordonnée qui ne correspond pas vraiment à celle de l'utilisateur, est-ce que c'est quand même considéré comme une donnée personnelle, même si au final on sait qu'il est dans un rayon de 3 km autour de cette position, c'est pas réellement sa position. Ouais, c'est une donnée personnelle, oui. Donc ça veut dire qu'il faut savoir pourquoi on la collecte et avoir une autorisation pour le faire, sauf si c'est serviciel parce qu'il a demandé cette fonctionnalité-là. Par contre, le fait de collecter une donnée GPS implique beaucoup plus de traitement à faire en termes de documentation et de sécurisation des données que ne l'implique une localisation imprécise. Donc typiquement, on va vous demander, si jamais vous extrayez d'un terminal une coordonnée GPS à un moment donné, la CNIL va vous demander pourquoi est-ce que vous seriez amené à la conserver dans le temps pour limiter le risque de pouvoir tracer un individu dans le temps sur toute sa navigation, sur une journée, en fonction de ce qu'il fait. Et donc, toute sortie d'une donnée GPS d'un terminal, c'est pas à prendre de manière anodine, il faut la traiter de manière particulière. Même si elle est imprécise. Oui. Non, imprécis, c'est différent. D'accord. C'est imprécis, c'est... Ça reste une donnée perso. C'est une donnée perso, mais elle est à traiter de manière différente. Après, sur les applications, vraiment, gardez les réflexes que vous avez déjà sur le web et sur les autres assets digitaux que vous avez. Hein. Premièrement, c'est les 5 règles de la conformité. Hein. Premier, c'est la finalité. À quoi servent tous les SDK au niveau serviciel? Donc voilà, les finalités. Pourquoi je collecte la donnée? Pourquoi je propose ce service? Donc ça, c'est comprendre effectivement ça. Le deuxième, c'est ce que tu viens de citer, c'est la minimisation. Si je peux faire avec une géoloc à 1 km, 3 km, faites-le. Moins de paperasse, moins de documentation, moins de risques en cas de problème. Si vous avez vraiment besoin du GPS très précis, il faut le documenter et savoir pourquoi. Le troisième pan, c'est après toute la partie sécurité. Vérifier que tous les SDK, les bouts de code, forcément, il n'y a pas des backdoors, il n'y a pas de réutilisation de données non souhaitées par rapport à ça. Et le quatrième, c'est l'information à l'utilisateur. Et voilà, si vous gardez ces 4 principes-là, que vous appliquez déjà sur le web, sans le savoir en fait, vous êtes sûr de ne pas faire de grosses sorties de route sur la partie applicative. Je pense qu'on est pas mal d'un point de vue timing. C'est bon ? On a dépassé largement. On a dépassé. Donc, non, s'il y en a qui doivent y aller d'ailleurs. Sinon, on peut continuer les questions autour d'un bon café. Hein. On peut faire ça. Après, je crois qu'il y avait 2-3 slides en plus qu'on voulait couvrir. Non, oui, ce qu'on s'était dit, c'était que peut-être un dernier mot de chaque côté, quelque chose qu'il faut absolument retenir. Vas-y, pour moi, la nouveauté aujourd'hui, c'est que dans le cercle des acteurs, je ne vais pas revenir sur ce que je conseillerais de faire, on l'a fait. Dans le cercle des acteurs qui sont impliqués par le traitement et le développement d'une application mobile, il faut absolument que vous introduisiez quelqu'un qui est en charge de la conformité ou du sujet juridique, parce que de toute façon, il y aura des aspects contractuels qui arrivent et des aspects de documentation juridique qui n'étaient pas autant mis en avant avant. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, ce serait de commencer par le commencement, c'est-à-dire de cartographier ce que font vos applications existantes, de manière à ce que vous vous demandiez quelle est l'étendue des choses à faire d'ici au mois de mars. Et après, mars, on va dire que c'est un horizon de temps avec un jalon, et si vous avez 15, tout à l'heure on parlait de 15 SDK, vous n'aurez probablement pas fini la discussion et la négociation contractuelle sur vos 15 SDK au mois de mars, donc il faut l'accepter et puis simplement essayer d'aller le plus vite possible. Voilà. Moi j'aurais qu'un mot, commencez à mettre dans vos plannings le fait d'auditer et diagnostiquer vos applications actuelles ou futures pour avoir au moins un plan au printemps. Comme tu l'as dit, au printemps, vous n'aurez pas tout corrigé, vous n'aurez pas ça, mais au moins, vous aurez montré que vous vous intéressez au sujet, vous avez lancé un diagnostic et vous avez un plan d'action. Et je pense que si jamais il y a des premiers contrôles au printemps, la CNIL, si vous êtes en cours de correction et en cours de nouvelles publications, ça montrera que vous êtes déjà sur le sujet et que vous avez déjà fait un gros effort de vérification. Donc il faut prévoir et souvent on aime bien procrastiner les choses et commencer au mois de février pour mars. Vraiment la partie technique de l'application, c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Donc il faut limite prévoir ça dès maintenant pour dès janvier commencer et être prêt pour mars. Voilà. Et à votre avis, quels sont les secteurs qui seront ciblés davantage? Très probablement pas des médias d'information générale qui ne possèdent pas de la géolocalisation publicitaire pour une partie de la salle. Mais non, pareil, plus votre appel apparaît, plus vous êtes très probablement déjà identifié comme faisant partie de la vague qui sera
prévoir Je ne peux pas vous dire que la CNIL aime bien choisir des échantillons, Ouais. Un panaché. Il va y avoir une banque, une mutuelle, un telco, une appli service qui fait de la géolocalisation, un gaming. Un gaming, ça c'est sûr. Plusieurs même, je crois. Et je pense que sur les réseaux sociaux, ils ont déjà bien commencé le travail et ils vont le poursuivre. Concernant les méthodes de contrôle, voilà, on parlait des C'est ce que... Ouais, est-ce que la CNIL, enfin, il y a quand même un besoin pour la CNIL, je pense, de se déplacer. Ce ne sera pas à distance comme sur le web. Des développeurs presque pour contrôler tout ça, parce qu'avant c'était simple sur navigateur. Ouais, alors, beaucoup de personnes disent qu'au départ, ça va être des contrôles documentaires et non pas techniques. Ils vont dire bah, très bien, montrez-moi que votre application est conforme. Voilà. Montrez-moi que vous avez contractualisé avec les SDK. Ah, quoi? Vous avez parlé de quoi? C'est quoi? SDK? Oh là, il ne faut pas transpirer, il ne faut pas me fouiller. Il faut être sûr, voilà. Et là, vous dites, bah oui, j'ai un plan d'action, j'ai audité mon application en janvier-février, j'ai listé les SDK, j'ai vu que certains, j'étais pas confortable, j'ai mené un plan d'action, mon juridique est en train de voir sur tel ou tel SDK, est en train de relire les conditions générales d'utilisation, les contrats, et là, vous montrez que vous avez pris le sujet. Je pense qu'au départ, elle ne va pas investir sur des contrôles techniques, c'est lourd, c'est cher, voilà, ça prend plusieurs jours, au départ. Rien que déjà d'aller voir une société et lui dire, montrez-moi sur pièce la documentation que vous avez sur les applications, ça va déjà écrémer 80% du marché au printemps. Après, il ne faut pas se leurrer non plus. Elle recrute des gens techniques, la CNIL, et elle montera en compétences de plus en plus pour être de plus en plus précis. Mais au départ, ça va être certainement de la documentation, de la vérification et de la contractualisation. Elle aura des problèmes de moyens, ça c'est sûr. Donc c'est ce qu'on vient de dire Guillaume. Par contre, il ne faut pas penser qu'elle n'aura pas les compétences pour le faire. Elle contrôle des applications mobiles depuis 2018 et les systèmes de géolocalisation publicitaire. Elle a contrôlé et sanctionné CityScoot il y a 3 ans. Enfin, elle a les compétences pour le faire en interne. Il n'y a pas de sujet. Et puis elle voit en conseil de multiples acteurs en permanence pour voir ce qu'ils font, comment ils le font. Et là, elle s'est posé la question pendant 2 ans de savoir comment on pouvait auditer une application mobile, éventuellement trouver une alternative à Firebase. Toutes ces questions, elle se les a posées. Et en sachant que, de temps en temps, le bad buzz vient pas de la CNIL. Si vous vous souvenez de Fnac Darty, le bad buzz qu'il y a eu il y a 1 an sur Fnac Darty, ça venait d'une assos en fait, qui avait utilisé un outil qui s'appelle Pirog, qui est assez dur à manipuler, on l'a testé chez nous, qui permet de voir justement les requêtes du network, etc. Mais c'est pas très stable, donc ça dépend de comment est développée l'application. C'est venu de là. La CNIL s'est emparée justement de cette plainte de cette association, voilà, de NYOB, voilà, fameux. Et après, elle a instruit un dossier par rapport à ça. Donc, il y a aussi d'autres vecteurs qui permettent aussi à la CNIL de s'emparer des sujets. Voilà. Et NYOB, on le connaît tous, on les connaît tous. Ils aiment bien avoir des beaux tableaux de chasse, voilà, Fnac, Carrefour, c'est souvent là, ils aiment bien les marques un peu prépondérantes dans les marchés. Et souvent, ils font, ils aiment bien avoir 1 ou 2 tableaux de chasse par an dans chaque pays. Et ce qu'ils font, eux, en plus, eux, ils ont les moyens techniques. Et quand ils utilisent ça, ils font ça en masse en fait. Ils font ça dans tous les pays européens. Ils prennent 3 applications dans chaque pays européen. Et après, ils déposent automatiquement, on dirait presque un robot, toutes les plaintes dans chaque régulateur dans chaque pays. Est-ce que vous savez justement dans les autres pays d'Europe, est-ce que la CNIL a été pionnière ou est-ce qu'on a des similitudes déjà Pour l'instant, il n'y a aucun pays qui a édité le même type de règles. D'accord. Même l'ICO ne l'a pas fait en Angleterre, alors que c'est le principal fournisseur de documentation si on fait UE plus UK. Le problème pour eux, c'est qu'on mixe là des éléments liés au RGPD, qui est homogène au niveau européen, et d'e-privacy. Et e-privacy n'est pas forcément géré par les mêmes autorités localement. Donc ils ne peuvent pas adresser les points de manière aussi coordonnée que ça. Donc là, pour l'instant, le DPB se consacre au pixel, à la technical scope de 5.3, donc c'est la capacité d'utiliser à des fins non servicielles et non non liées aux communications électroniques des telcos, les données de communication électronique justement. Donc une fois qu'ils auront fini ça, ils pourront commencer à travailler ensemble sur la base de ce qu'ils ont édité et publié au mois d'octobre. Pour l'instant, ils n'en sont pas là. Mais bon, la CNIL est bien tirée au premier, et puis après en discuter au niveau européen. Donc, Tu
toujours pris comme référence en fait l'avenir. Ouais. Souvent. Le UK et la CNIL pour les aspects techniques et l'Espagne sur l'aspect sanctions multiples. Enfin, le UK est plus très écouté aujourd'hui en Europe. Par contre, ils éditent encore beaucoup de règles et beaucoup de docs sur. Ouais, mais il n'y a plus de coopération. Ben voilà ce qu'on voulait voir avec vous aujourd'hui. On peut continuer les conversations et les questions autour d'un bon café. Merci beaucoup. Juste un dernier point quand même. Didomi du coup aura sa documentation de prête puisque a priori tout le monde ici utilise le SDK. Donc au moins de ce côté-là, vous n'aurez pas à vous faire de soucis, on aura la documentation. Et là, c'est un caillou dans la chaussure. Merci beaucoup.